Bonjour, bienvenue à tous. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une interview, encore une. On va parler réussite, émotion. Et pour ça, on va le faire avec un super coach business. Si vous ne le connaissez pas encore, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, j'ai l'honneur et je suis vraiment ravi de pouvoir accueillir Julien Musi et vous lui donner la parole aujourd'hui. Salut Olivier, merci de m'avoir ici. J'ai apprécié ton invitation, j'apprécie aussi tes interviews et la joie qui transparaît dans ces interviews. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté aussi ton invitation. Ouais, merci. Bah, c'est vrai que moi, je trouve ça super. J'adore ça, faire les interviews. Et puis, c'est vrai que c'est des gens qui m'inspirent, que j'aime, que j'interviewe. Donc, voilà. Alors toi, c'est des gens, tu es coach pour les coachs, les experts qui veulent devenir en fait les leaders de leur marché, mais en restant alignés et avec leurs valeurs surtout, et vraiment alignés avec eux-mêmes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et quelles sont justement ces valeurs? Bon, du coup, je m'appelle Julien Musy et j'ai euh, fondé effectivement Leader de ton marché il y a 3 ans, qui a pris une autre ampleur. Aujourd'hui, Leader de ton marché est juste une des marques qu'on a par rapport au groupe No Limit Impact, de ce qu'on fait à d'autres endroits. Et aujourd'hui, notre mission, à travers tout ce qu'on fait, que ce soit nos programmes business ou les autres programmes qu'on a, tout ce qu'on fait, notre mission, c'est de permettre au maximum d'individus de vivre la vie la plus riche et la plus inspirée possible. Et je pense que tu vis une vie riche et inspirée lorsque justement tu la vis en accord avec tes valeurs essentielles. Essentielles au sens de ce qui est ton essence, de ce qui est naturel pour toi, de ta vraie nature. Et je pense qu'on a tous une nature en commun et on a tous aussi des choses qui sont uniques chez nous. Et ce qu'on a en commun, je pense, en tant qu'être humain, en tant que toi, moi, les personnes qui nous regardent, c'est que je pense qu'au fond, on a tous un désir profond de vivre une vie qu'on aime et d'aimer la vie qu'on vit. Et que pour ça, vivre la vie qu'on aime et aimer la vie qu'on vit, c'est pas pareil pour tous. Il y a chacun des choses qui nous inspirent et il y a chacun des choses qui nous inspirent pas. Pour certains, aller vivre la vie qu'il a envie, euh, c'est vivre à Paris. Pour d'autres, c'est vivre à Bali. Pour d'autres, c'est vivre à Dubaï. Pour d'autres, c'est vivre aux États-Unis. Pour certains, c'est faire des interviews. Pour d'autres, c'est écrire des livres. Pour d'autres, c'est être à un guichet. Et en fait, ce que je crois, et c'est pour ça que j'ai tiqué quand tu m'as donné le sujet de l'interview réussite et émotion, parce que je ne crois pas à la réussite et je ne crois pas à ces étiquettes de réussite et d'échec. Et je crois que le simple fait de croire qu'il y a une réussite et un échec, c'est une incompréhension et une ignorance de son propre chemin et de la perfection de son propre chemin. Et donc, pour moi, effectivement, je travaille beaucoup autour du système de valeurs, mais pas dans le sens où on l'entend souvent en termes d'idéalisme sociaux, en termes de valeurs qui sont des valeurs plus morales, de ce qui est bien, ce qui est mal, je vais être bienveillant et pas malveillant, et toutes ces choses-là, pour moi, qui sont des limitations de ton identité, puisque je crois qu'on est tout au fond, mais plutôt en termes de valeurs essentielles, ce qui fait partie de ton essence, ce qui te fait rayonner, ce qui te donne de la joie, ce qui t'inspire au moment même où tu les fais. Et effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs que j'ai accompagnés qui ont eu du succès et qui ont réussi, en tout cas dans des normes dans lesquelles on appelle la réussite, ils ont tous quelque chose en commun. Et cette chose qu'ils ont en commun, c'est le fait d'avoir profondément kiffé le process, tu vois, et d'avoir profondément kiffé le chemin qui amène au résultat et non pas le résultat. Et je sais que ça paraît basique et banal et c'est des phrases qu'on entend partout, mais c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que dès lors que tu fais quelque chose pour obtenir un résultat, mais que tu n'es pas inspiré par c'est quoi le chemin qui m'amène au résultat, tu as de grandes chances, premièrement, de pas atteindre le résultat. Et surtout, tu vas détester ta vie. Parce que ta vie, c'est quoi? C'est une suite de moments. Et si la suite de moments que tu vis pour atteindre le résultat, ils t'ont fait chier, et juste le résultat, c'est cool, bah, en fait, 99% du temps que tu as passé à gagner ta vie, tu l'as perdu. Et c'est ça que je fais aujourd'hui avec les entrepreneurs, c'est les aider à vivre la vie qui les inspire. J'en ai rien à foutre qu'ils gagnent plus d'argent. Tu vois, juste avant, j'ai un entrepreneur qui me demande si je fais du coaching individuel. Il fait plusieurs centaines de milliers d'euros par an et il me dit, est-ce que tu fais du coaching? Et je lui réponds, oui, je fais du coaching. Voici le montant de la séance. Si ça te convient, tu me dis, on book. Et il me dit, donc si je comprends bien, et je relis son message, donc, si je comprends bien, tu ne fais pas de programme d'accompagnement avec un objectif financier à aller chercher. Non, parce que l'objectif, si le seul but d'un accompagnement, c'était l'objectif financier, bah, il y aurait de grandes chances que ce que tu crois qui va te rendre riche te rende pauvre. Et, euh,
Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est aider les êtres humains à vivre une vie riche dans tous les sens du terme, puisque l'argent est une forme de richesse, mais ce n'est pas la richesse. Elle t'aide à vivre d'autres richesses. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est importante. Je suis juste en train de dire que c'est un outil et que c'est cool d'aller le développer parce que la plupart du temps, pour aller le développer, tu as besoin d'apprendre à communiquer avec les autres et d'apprendre à être utile pour les autres et mettre en place un service qui peut réellement servir les autres. Donc, je pense que tout le monde y gagne. Ok, ouais, tu as raison de bien préciser sur la réussite, sur tout ça, sur le chemin. Alors justement, et qui fait sa vie et faire ce que tu aimes. Alors moi, avant qu'on commence l'interview, j'ai fait la cuisine pour tout à l'heure et finalement, toi, ton chemin, il a commencé aussi comme ça. Ça m'a rappelé ça. Je me dis, mais oui, mais Julien, c'est vrai qu'il a commencé comme ça. Et tu peux nous raconter un petit peu ce chemin du blog de cuisine, de pâtisserie, il me semble, jusqu'à ça, et comment tu as fait pour kiffer, pour prendre du plaisir tout au long de ce chemin? Yes. Euh, j'ai été sportif de haut niveau du coup de l'âge de, de 12 ans à 16 ans et demi. Et du coup, j'avais la chance de voyager partout dans le monde, de vivre, de pouvoir manger, être que dans des hôtels de luxe très tôt et avoir une vie vraiment incroyable entre l'âge de 12 ans et 16 ans et demi. Et pour moi, manger était quelque chose d'important pour moi. J'aimais bien manger, j'ai grandi dans cette culture et dans cette famille où le repas est quelque chose de convivial et le repas est quelque chose qu'on fait ensemble et qui est vraiment un des socles de ta journée, tu vois. D'ailleurs, mes grands-parents, tu vois, ils organisent leur journée autour du repas. Si à 9 heures, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger à 13 heures, c'est la panique, tu vois. C'est qu'est-ce qu'on mange. Les premières questions, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et donc, j'ai grandi avec cette influence et je me suis retrouvé à l'âge de 16 ans et demi à revenir chez moi, sortir de l'internat, ne plus voyager et vivre avec ma mère qui ne savait pas cuisiner du tout. Et du coup, j'étais frustré de bouffer des steaks surgelés et que le repas n'ait plus aucun sens pour moi. Donc, c'est à partir de là que je me suis demandé, OK, comment on fait de la bonne cuisine? Comment on mange bien, tu vois? Et j'ai commencé à regarder des blogs, à regarder sur Internet, comment faire des recettes, tout ça. Et c'est devenu une passion pour moi, la cuisine et la pâtisserie. Et puis, je découvrais plein de blogs. Je trouvais ça inspirant de voir que des gens comme toi et moi, qui avaient juste une passion pour la cuisine, pouvaient transmettre ça à des milliers de personnes grâce à un blog, en fait. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi moi, je ne créerais pas le mien? Et j'avais 18 ans à ce moment-là, tu vois. Et j'ai créé mon blog de cuisine, du coup, à 18 ans, mais moi, c'était juste, bah, écoute, c'est un truc que j'adore, c'est un truc que j'ai envie de partager. Cool, le blog peut être un vecteur de ça. Je n'avais pas du tout l'image de je vais gagner de l'argent avec. C'était juste, ça va être cool. Et du coup, de 18 à 23 ans, j'ai construit ce blog et petit à petit, le nombre de visites a augmenté. Et pour le coup, je ne le faisais pas du tout pour un résultat puisque je ne savais pas quel résultat que je voulais. Le seul truc, c'était le chemin, le fait de kiffer, de créer des recettes, de les partager et tout ça. Et à 23 ans, je me retrouve après avoir fait un master de mathématiques appliquées, un truc qui avait aucun sens pour moi, vraiment qui avait aucun sens pour moi, à me dire putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans une banque? Non. Donc, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent, pour vivre, pour avoir un métier, pour m'intégrer dans cette société? Et il s'est passé plein de choses, mais surtout, le truc qui m'a servi à ce moment-là, c'est de voir justement des pubs d'Olivier Roland qui étaient, je connaissais rien au blogging, je connaissais rien au web marketing, mais devenez indépendant grâce à votre blog. Et je clique là-dessus, je me dis, c'est quoi ce truc, tu vois? Et là, je découvre que, en fait, tu peux vendre des formations, tu peux vivre de ton expertise autour d'un sujet, tu vois. Et là, je me dis, bah, je vais lancer une formation sur la pâtisserie. Et dans mon milieu, quand je dis ça à mes amis qui vont prendre des postes d'actuaires dans les marchés financiers, qui vont prendre à des postes de trader, ils rigolent, tu vois, ils se disent, mais comment ça, tu vas gagner de l'argent avec un blog, tu vois. Et finalement, je crée ça, je me dis, bon, bah, on va essayer, en fait. J'arrête tout et je dis, on va essayer. Et je lance ma première formation, et là, à cette époque-là, juste pour remettre en contexte, je vais encore chez ma mère, je paye rien, donc je suis vraiment encore un peu en mode étudiant, tu vois. Et un étudiant, dans son ordre de grandeur, 50 euros, c'est beaucoup d'argent. Et 50 euros, c'est 3 soirées, quoi. Et, à ce moment-là, je fais un premier lancement orchestré. Donc, je fais 4 vidéos dans ma chambre d'étudiant avec une vieille caméra pourrie, sans rien connaître à la prise de parole en public, à la vidéo, à tout ça. Et pour autant, en l'espace de 4 jours, je fais 7 000 euros de vente. Tu vois.
Et là, je me dis, waouh, ça marche ce truc. Il y a un truc, ça marche, tu vois. Et là, je me dis, putain, à faire ce que j'aime, en 4 jours, j'ai gagné plus que mes amis actuels qui font de la merde et qui se font chier tout le mois là, à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Et à partir de ce moment-là, je me dis, waouh, c'est dingue. Et je continue dans cette voie. Et en parallèle, je suis très mal dans ma peau. J'ai pas de copine. Avec les filles, c'est ultra compliqué pour moi. Mais avec les gens en général, c'est hyper compliqué pour moi. Euh, je déteste mon corps. Je me sens différent. Bref, je suis vraiment à un moment donné de ma vie où c'est dur, même si j'ai ça. Et du coup, je commence à m'intéresser au dev perso et à toutes ces choses-là. Je commence à participer à des séminaires. Je me passionne aussi pour cette partie de la compréhension de l'humain et de tout ce qui va avec. Et en parallèle du coup de la pâtisserie, je commence à me former au développement personnel, euh, à me former à tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'ai aussi envie de leur transmettre. Et en fait, ma vie, ça a été ça. Ma vie, ça a été, quel que soit le domaine, c'est ça. J'adore apprendre auprès des meilleurs, à comprendre, synthétiser et ensuite repartager ça. Et c'est ce qui se passe pour moi avec le développement personnel quelques semaines et mois plus tard. Je me dis, OK, ben, moi, ce qui m'a manqué dans le tennis, c'est vraiment comprendre mon mental, comprendre comment je peux jouer le même tennis en match qu'en entraînement, comment ne plus avoir de stress, comment être serein, comment être stable et toutes ces choses-là. Et je me dis, OK, ben, tout ce que j'apprends dans le dev perso, je vais l'enseigner à des tennisman, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, je lance mentaldacier.com, qui est le deuxième business en ligne que j'ai lancé, qui était en parallèle, du coup, de Rêve de pâtissier, ça s'appelait. Euh, En parallèle, je lance Mental d'Acier et là, en 3 4 mois, le truc passe de 0 à 7 8 000 euros par mois. Et à cette époque-là, je suis en coloc, je dépense 500 euros par mois. Donc, je me sens libre, je fais ce que j'aime. Alors qu'il y a un an, j'étais encore en train de travailler à la banque, tu vois. Et là, pour moi, ma vie change, tu vois. Je me dis, waouh, tout est possible et tu peux vraiment vivre de ce que tu aimes. Et je continue à développer ça, j'automatise beaucoup de choses. Et puis, quelques mois plus tard, je me retrouve dans une soirée avec des entrepreneurs. Et puis, il y en a un qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait? Et là, je lui explique. Je dis, j'ai mis en place la pub Facebook, des tunnels de vente. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Et, euh, et je lui dis, ouais, je peux t'aider à le faire, mais gratuitement. Tu vois, je ne savais pas que tu pouvais Pour moi, c'était cool, en fait. C'était fun. Du coup, je l'aide à faire ça gratuitement. Et en 2 mois, il triple son chiffre d'affaires. Il était sophrologue en cabinet, tu vois. Donc, on met en place un tunnel de vente pour attirer des clients dans son cabinet. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je pourrais aider plus de personnes à faire ça. Et c'est à ce moment-là que je lance du coup Leader de ton marché et qui a évolué, qui Que tout. aujourd'hui a plus la même raison d'être, je pense, qu'au moment où je l'ai lancé. Ouais, et puis Mais tout s'enchaîne et voilà. ouais, Mais comme quoi, ouais, voilà, j'espère qu'il y a des sophrologues qui nous regardent comme moi et qui vont avoir un peu d'inspiration et qui vont être plus attentifs. Mais ce que tu nous racontes, ce chemin, c'est vraiment hyper important. Et moi, j'aime bien simplifier les choses. Je sais que toi aussi. Et finalement, quand on vient, et tu parles de ça, du mental et ça, je trouve que c'est hyper d'actualité avec Roland Garros et Djoko, quand on voit comment il a réussi à maîtriser son mental. Peut-être que ton programme mental d'acier, s'il l'avait fait plus tôt, ça, il aurait réussi encore plus tôt. Mais pour moi, c'est ça, c'est ces deux voies en fait. Pour moi, le monde finalement, il est assez binaire. Soit tu vas vers la joie, soit tu vas vers la peur, soit tu vas vers ce qui est agréable, soit tu vas finalement quelque chose qui est désagréable. Et toi, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus et aussi sur cette communication, sur ce partage, parce que ton chemin, effectivement, c'est toujours du partage, de la transmission. Et soit tu le fais dans la joie, soit tu le fais dans quelque chose de forcé un peu. Et c'est là peut-être cette différence où on revient aux valeurs dont tu parlais aussi. ouais. Euh, Moi, je le vois binaire, mais je vois autre chose aussi, tu vois. C'est que euh, pour moi, effectivement, il y a une partie de toi qui est binaire, une partie de nous qui est binaire, tu vois, qui est assez animale, qui va vouloir aller vers le plaisir et fuir la douleur, qui veut de l'agréable sans du désagréable, qui veut du confort sans de l'inconfort. Euh, et ça, pour moi, c'est ta partie, tu vois, qui veut survivre. Et ça a du sens, tu vois, de rechercher ça. Mais je crois profondément qu'on a une autre partie de nous
qui est justement notre essence, nos valeurs essentielles, qui est de l'ordre de quelque chose de divin et qui, cette partie-là, n'a pas peur de souffrir, n'a pas peur de la douleur et est prêt à embrasser les deux côtés pour aller vers ce qui est important pour elle. Et là, je fais l'histoire courte, mais il y a eu plein de moments, il y a eu autant de confort que d'inconfort, et il y en a encore aujourd'hui autant de confort que d'inconfort. Il y a encore aujourd'hui autant d'agréables que de désagréables. Euh, et la différence, c'est que ça a du sens. Et je crois, de mon point de vue, je ne crois pas que le but soit d'aller vers une vie qui est agréable, une vie sans douleur, une vie sans désagréable, une vie sans inconfort, mais en tout cas, mon but, c'est de vivre une vie qui a du sens, c'est de vivre une vie qui m'inspire, c'est de vivre une vie qui me donne envie de me lever le matin, qui m'oblige à grandir, qui m'oblige à, à apprendre de moi. Et aujourd'hui, je recherche davantage ça que quelque chose de confortable. Ouais, je suis d'accord avec toi. On n'est pas dans un monde du bisounours et c'est vrai, c'est vrai. Et la vie, pour moi, c'est une question de choix et c'est là aussi où on vient, c'est un peu binaire. Soit tu vas dans un sens, soit tu vas dans l'autre. Ouais. Mais et on va revenir aux émotions. Moi, j'aime bien simplifier entre la peur et la joie. En fait, c'est un peu comme les Jedi. Tu as le côté obscur et le côté lumineux. En fait, et la vie, c'est ces deux côtés. On ne peut pas avoir que la lumière ou que le côté sombre. Il y a forcément les deux. Et alors, toi, comment tu fais pour cultiver en fait ça et comment tu fais pour passer de l'un à l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser en fait ce que tu as dépassé dans la vie. Yes. Euh, je crois que la peur est une illusion. Tu vois, c'est-à-dire que quand je dis c'est une illusion, c'est que elle est vraie quand tu l'expérimentes, elle est réelle pour toi. C'est pas une illusion dans ce que tu ressens, elle te paraît réelle, mais je crois que chaque émotion est juste la conséquence de tes perceptions et que ta peur et la perception que dans le futur, tu vas expérimenter plus de douleur que de plaisir, plus d'inconfort que de confort, plus de mal que de bien. Et ça, dans un sens, c'est une illusion. Parce que même si tu as peur qu'un événement se produise, au final, tu ne sais pas, peut-être que cet événement, ce serait le plus beau cadeau de ta vie. Et donc, lorsque j'ai peur ou lorsque j'ai peur, ma, mon réflexe aujourd'hui, c'est de me demander, OK, de quoi est-ce que j'ai peur? C'est quoi la représentation mentale dont j'ai peur? Puisque de mon point de vue, tu ne peux pas avoir une peur sans avoir une représentation mentale. Et c'est quoi la représentation mentale dont j'ai peur? Et ce serait quoi les bénéfices que ça se produise? En quoi est-ce que ça servirait ma mission? En quoi est-ce que ça me servirait? En quoi est-ce que ça m'aiderait? Jusqu'à temps que je vois autant de bénéfices que d'inconvénients à ce que ça se produise. Et dès lors que je suis OK avec tous les scénarios, à ce moment-là, pour moi, je sors de l'illusion et je suis là, présent, en pouvant produire ce que j'ai à produire et laisser la vie faire aussi son œuvre. Ok, ouais, c'est vrai, je suis d'accord sur cette peur qui est une illusion, qui est imaginaire. En fait, Ouais, dans nos vies, il y a très peu de peurs qui sont vraiment des réelles peurs. C'est-à-dire que pour notre survie, il y a très peu de moments où on risque de mourir. Mais finalement, pour beaucoup de gens, ces peurs prennent beaucoup le dessus parce qu'elles sont dans nos têtes, elles sont dans nos illusions et on en fait notre réalité. Et ouais. donc, c'est important de déconstruire ça et le processus que tu expliques est important et vraiment indispensable. Alors, ça m'amène Et, une... Ouais, vas-y. ouais, tu m'autorises à ajouter Ouais, un truc là-dessus? vas-y, Ok. hein, bien sûr. Parce que ce matin, je faisais des recherches sur justement l'étymologie du mot naître, l'étymologie du mot nourrir, du mot mourir, ce qu'était vraiment la vie, toutes ces choses-là. Et, euh, et tu parlais de la peur et de l'association justement à la peur de mourir, mais je crois justement que c'est le fait d'avoir peur qui nous fait mourir, parce que au sens cesser de vivre. Tu vois, la définition de mourir, c'est juste cesser de vivre. Tu vois. Et quand tu as peur, tu cesses de vivre. Tu cesses d'aller vers tes envies, tu cesses d'avoir de la vie qui circule en toi. Et cette peur de mourir, en fait, te fait mourir. Tu vois, dans l'instant, elle te fait mourir sous une forme et elle t'empêche d'accéder à cette vie, à cette vitalité aussi. Et donc, aujourd'hui, je crois effectivement que euh, il y a très peu de choses sur lesquelles on peut vraiment mourir et que notre peur de
la mort est même une illusion, tu vois, en soi. Parce qu'on a aussi une représentation mentale et ça aussi, c'est juste une émotion et c'est juste quelque chose d'illusoire. Mais je pense que c'est important de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on a peur, sous une forme, on est en train de mourir. On est en train de mourir, on est en train d'arrêter de vivre et que on a à peu près 30 000 jours sur cette planète. Selon notre âge, il nous en reste 10 000, 20 000 et que les 10 et 20 000 jours que j'ai envie de vivre, j'ai envie de les vivre en étant pleinement en vie, en fait. J'ai envie de les vivre en étant rempli de vitalité. Et que ça, je peux le faire dès lors que j'accepte cette vie, j'accepte aussi l'incertitude qui va avec la vie, puisque je pense que la vie circule en moi et parfois la vie veut que j'aille vers certains endroits sans que moi, consciemment, je les veuille. Et que plus je suis en accord, entre guillemets, et plus je suis ouvert à ce que la vie a m'apporter, plus je vais expérimenter la vie d'une manière exceptionnelle. Merci, ouais, merci beaucoup pour ce partage parce que c'était important que tu dises ça. Et on a souvent cette phrase, oui, je suis plutôt en mode survie qu'en mode vie. Et tu l'expliques très bien, en fait, avec l'étymologie de la mort. Et c'est de plus vivre. En fait, est-ce que tu décides d'arrêter quelque part de vivre, d'avoir une petite vie ou de vivre pleinement? Et moi, c'est des fois aussi ce que je dis. C'est à être dans cette envie de vivre, se sentir vivant. Vivre et se sentir vivant, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Et je pense que c'est ça. Et Yes. on se rejoint là-dessus. C'est vraiment ces deux choses qui sont importantes. Alors, j'ai envie de rebondir sur un truc qui, justement, en parlant de ça, de cette mort, cette envie de vivre, j'aimerais que tu nous partages, qu'est-ce qui pour toi était impossible à un moment donné, vraiment un truc impossible, et que finalement tu as rendu possible? Wow. Plein. Vas-y. Et, euh, bah, premièrement, ouais, des premières choses qui me viennent à l'esprit, ouais, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais euh, c'est d'être indépendant. Enfin, être indépendant sous une forme de ne pas dépendre d'un patron. Pour moi, c'était être entrepreneur, c'était un truc que tu faisais à 40 ans, après avoir déjà fait tes preuves dans le milieu corporate, tu vois, et que si tu n'avais pas 40 ans et un costume, tu ne pouvais pas être entrepreneur. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Je pense qu'il y a 4 5 ans, jamais je me voyais avoir une équipe, tu vois. Aujourd'hui, on a plus de 30 personnes qui contribuent à l'entreprise et pouvoir leur donner une vision, toutes ces choses-là, jamais j'aurais pu imaginer ça. Un autre truc, c'est pouvoir juste voyager, un truc pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. Je ressentais encore cette chance, tu vois, ce matin. Aujourd'hui, ma vie, c'est que j'ai, euh, j'ai une valise, c'est tout ce que je possède, et j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, j'ai pas de domicile, tu vois. Quand je voyage et que je fais des papiers de domicile, tu vois, avec les attestations Covid, je suis obligé de mentir à chaque fois. On me demande c'est quoi votre domicile, j'en ai pas, putain. et, euh, et en fait, ça, c'est un des trucs que je trouve juste dingue, tu vois, de vivre où je veux, quand je veux, et d'avoir cette liberté de faire ce que je veux quand je veux, en fait. C'est un truc que j'aurais jamais pensé possible. Un autre truc, c'est le fait de pouvoir être intéressant, tu vois. Aujourd'hui, je trouve ça être intéressant et pouvoir m'exprimer et parler en public. Ça, c'est un truc que je trouve dingue. C'est-à-dire que pendant toute ma jeunesse et mon enfance, je pensais que je n'étais pas intéressant. Dès lors que j'arrivais en exposé à l'école, bah, de toute façon, j'en ai fait qu'un d'exposé à l'école et après, j'ai simulé une maladie chaque fois que je devais en refaire un. Parce que, en fait, quand je suis un peu stressé, je vais avoir tendance à trembler. Donc, quand tu as 13 ans, quand tu as 12 ans et que tu fais un exposé et que tu as ta feuille et que tu trembles devant tout le monde, bah, tout le monde se fout de ta gueule, tu vois. Donc, donc, euh, donc du coup, j'étais incapable de parler en public et pour moi, même s'il y avait 2 personnes, c'était horrible. Et franchement, il y a tellement de choses aujourd'hui que. Justement, Ouais. j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ça. Comment tu as fait pour dépasser cette timidité, cette peur de parler en public? Comment tu as fait pour dépasser ça? Yes. J'ai, pour moi, l'inspiration, à un moment donné, a été plus forte que la peur. Et je me souviens qu'un un jour, je méditais
Et j'ai eu une vision, mais claire comme jamais, quoi. C'était juste trop clair trop clair. Elle vibrait beaucoup trop pour pas que je la suive. Une vision à l'époque où j'étais timide, où il n'y avait rien dans ma vie qui m'amenait vers cette vision, mais je me suis vu en train de parler devant 1000 personnes et de donner un message que tout est possible, de donner un message que tout est parfait et d'aider les gens à vivre une vie de dingue, tu vois. Et à cette époque-là, ma vie était chaotique, mais pour autant, cette vision, elle était trop forte. Elle était trop présente au fond de mon cœur. Elle vibrait trop au fond de mon cœur pour pas que j'y arrive. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, je veux faire une conférence. J'avais aucune idée de comment en parler en public. Je ne savais pas comment tu structures une conférence. Je savais pas comment tu louais une salle. Je ne savais pas comment est-ce que tu fais venir des gens dans cette salle. Pour autant, à ce moment-là, j'ai juste posé une date. Je me suis dit, OK, cette conférence, je la fais dans 4 mois. J'ai posé une date et j'ai tout appris en fait. Ok, comment est-ce que tu structures, comment tu fais pour engager ton audience, comment tu fais pour être intéressant, comment tu fais pour tout ça. Et 4 mois plus tard, je me retrouve dans cette salle en étant stressé, tendu, mais c'est pas grave, je suis juste en train de vivre mon rêve et c'est tout ce qui compte à ce moment-là, tu vois. Et petit à petit, juste comme ça, j'avais ce rêve et j'ai progressé, j'ai continué, je me suis remis en question et aujourd'hui, c'est une des choses qui m'inspire le plus, tu vois, de pouvoir parler, et de pouvoir communiquer, partager, transmettre. Ouais, merci. C'est ça qui est inspirant, je trouve. C'est toi, ta capacité, ta volonté, ta capacité dans l'intention d'aller vraiment jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que j'admire et qui m'inspire beaucoup, moi. Euh, et aujourd'hui, comment tu le vis? Alors ça, comment aujourd'hui, est-ce que c'est facile, c'est simple ou encore il y a des difficultés, il y a des luttes À quel peut-être niveau? À sur quel la niveau? prise de parole. Non, c'est plutôt simple. Je veux dire, c'est plus un sujet en fait. C'est au contraire, je suis enthousiaste et inspiré lorsque j'ai l'occasion d'aller pouvoir partager et transmettre mon message. Donc, il y a plus de peur à ce sujet-là. Ouais, parce que Il y a plus, peut-être. ouais, il y a plus de peur. Encore une fois, je pense que c'est relatif. Si demain tu me mets sur une scène de 5000 personnes avec tous les milliardaires de ce monde, forcément, je vais avoir peut-être un peu peur de dire des conneries, tu vois. Ouais, non, mais il y a un stress, ça c'est normal sur le stress c'est avant de parler. Mais après, une fois que tu te lances et que c'est parti, c'est bon. Et du coup, on revient c'est sur cette peur, c'est comment finalement, ce qui fait peur, c'est ce que tu ne connais pas, c'est l'inconnu. Et comme toi, une fois que sur cet exemple-là, tu pratiques et tu le fais, finalement, la peur, elle est plus là, puisque ton cerveau a bien compris que c'est ton quotidien. Et ça, c'est quelque chose, tout à l'heure, on parlait du chemin et de kiffer, d'être dans la joie au quotidien. Finalement, pour moi, tous les changements vraiment importants dans ta vie, eh ben, c'est ces changements de ta routine, de ton quotidien. Et voilà. Et une fois que tu changes ça, bah après, c'est ta norme, en fait. Et, Ouais, je reviens, tu vois, sur quelque chose. Tu as dit sur lequel j'aimerais aller plus loin, tu vois, c'est que la peur, je dis, c'est l'inconnu et c'est l'inconnu qui fait peur. Non, je ne crois pas que c'est l'inconnu qui fait peur. Je pense que c'est tes inquiétudes à propos de l'inconnu. Si tu vas vers quelque chose que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, mais que dans ta tête, tu te dis, waouh, ça va être trop cool, je vais découvrir quelque chose, tu n'as pas peur. Tu as peur que si tu te dis, ah putain, ça va mal se passer, et si ça se passe mal. Et donc, il y a plein de choses qui me font, il y a plein de choses que je ne connais pas, et pour autant, le simple fait de me poser la question, OK, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et ce serait quoi les bénéfices pour moi si ça se passait mal? Ça serait quoi? En quoi est-ce que ça me servirait si ça me passait mal? Ça me permet d'être OK avec tous les scénarios. Et du coup, je reste toujours dans l'inconnu, mais pour autant, mon état d'esprit me permet de ne pas forcément ressentir cette peur. Je peux avoir un stress positif qui va être physique, tu vois, quelque chose de... Avant une conférence, heureusement, tu vois, j'ai toujours ce, cette, cette montée d'adrénaline. ouais, cette montée d'adrénaline, mais j'aime beaucoup ce que dit Simon Sinek à ce sujet-là, qui dit que c'est quoi la différence entre, c'est quoi la différence entre la peur et l'adrénaline? Bah, c'est juste le sens que tu donnes aux choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui a de l'adrénaline, c'est quelqu'un qui est... Non, la différence entre être excité et avoir peur, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu es excité, tu as
t'as du sang qui afflue dans tes muscles, tu as ta respiration qui augmente, tu as plein de symptômes qui sont les mêmes que dans la peur. La différence, c'est qu'il y en a un sur lequel tu anticipes un résultat positif et qui est en accord avec ce que tu veux être, et il y en a un autre sur lequel tu anticipes un résultat sur lequel tu vas avoir plus d'inconvénients que d'avantages, mais au final, c'est la même chose. Et pour moi, comprendre ça m'a énormément aidé de comprendre que la seule chose dont je pouvais avoir peur, c'est mes représentations. Et c'est juste, ça me montre juste ce à quoi je suis attaché. Puisque je crois qu'il n'y a que deux seules et uniques peurs. La peur d'obtenir, la peur d'obtenir ce que tu veux repousser et peur, ouais, la peur d'obtenir ce que tu veux repousser et la peur de ne pas obtenir ce à quoi tu es attaché. Et pour moi, chaque peur est juste une occasion et une opportunité de te connaître un peu plus et de voir, tiens, à quoi est-ce que je suis attaché et de quoi j'ai envie de me libérer grâce à ça. Parce que par exemple, si je suis peut-être attaché à ce que les gens soient d'accord avec moi si j'ai peur avant une conférence. Ça me permet peut-être de voir que je suis attaché qu'ils soient d'accord avec moi, qui m'aiment, qui m'acceptent. Et tiens, si je le prenais comme une opportunité, plutôt que de me dire, tiens, il ne doit pas y avoir cette peur, mais comme une opportunité, tiens, qu'est-ce que ça vient de me dire à propos de mes attachements et de mes phobies et de ce qui n'est pas authentique en moi, en fait. Parce que ça, c'est juste des constructions, tu vois. Et aujourd'hui, je vois chaque peur comme une opportunité de me connaître et comme une opportunité de voir, tiens, quoi est-ce que je suis attaché? Et je pense que tout attachement t'empêche d'aller vers ta vraie mission et d'aller vers ta vraie nature. Donc, pour moi, chaque peur est une opportunité pour moi de déconstruire des choses qui me permettent derrière d'être encore plus authentique et d'aller vers encore plus ce qui m'inspire. Ouais, ouais, c'est une belle vision et c'est vrai que les peurs nous permettent de nous comprendre comme toutes les émotions en fait. Elles sont là pour mieux nous permettre de mieux comprendre, de savoir où on en est. Et sur cet attachement et sur, du coup, j'ai envie de te poser la question, comment tu te détaches? Alors, tu nous as parlé bon, de ces peurs, mais et se déconstruire, se dire oui, ben, qu'est-ce que je pourrais y gagner si j'y avais peur. Et ce détachement, comment est-ce qu'il y a tu as d'autres moyens, tu as d'autres choses pour arriver à ce détachement? Euh, non. Euh, J'en ai pas d'autres. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que euh, pour moi, toute émotion, ok, est juste un ratio de perception. Ok. Un ratio de perception dans le sens, je vais voir plus de positif que de négatif ou plus de négatif que de positif. Par exemple, euh, la peur, c'est l'illusion que dans le futur, je vais expérimenter plus de négatif que de positif. La tristesse, c'est l'illusion que ce que je vis m'apporte plus de négatif que de positif. Le, euh, L'excitation, c'est l'illusion que dans le futur, je vais expérimenter plus de positif que de négatif. Bref, on pourrait tous les déconstruire comme ça. L'impatience, c'est la même chose. La frustration, c'est l'illusion que ce que je viens de vivre m'apporte plus de négatif que de positif. Et au final, je crois que tout est neutre. Tu vois. Je pense que tout est neutre, mais au-delà de ça, que tout est parfait. Okay, tout est amour et tout est exactement comme ça doit se passer. Et donc, ce que j'ai pu expérimenter à travers mes clients, et la semaine dernière encore, j'étais en séminaire de 3 jours avec des clients, et quand tu te poses suffisamment la question jusqu'à tant que tu arrives à ton ratio de perception de 1 à 1, c'est-à-dire que tu vois autant d'avantages que d'inconvénients, dans ton corps, il y a un truc de dingue qui se passe et tu te mets à pleurer parce que juste tu reconnais la perfection de la vie et tu reconnais que de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est parfait. Et la semaine dernière, il y avait un participant qui témoignait justement, qui disait il disait, c'est marrant parce que euh, quand j'ai parlé à mes amis de ce qu'on avait fait dans ce séminaire et tout, qui sont des gens spirituels et dans la méditation, dans tout ça, ils disaient oui, mais ça c'est trop rationnel, c'est trop mental, il doit se passer quelque chose dans le corps. Et si tu veux avoir une vraie transformation, et en fait, si tu te poses suffisamment les bonnes questions qui te ramènent ton esprit au ratio 1 à 1, justement, tu as ce truc, cette libération dans le corps et tu te libères de cette charge émotionnelle et tu peux être libre et aller vers ce qui t'inspire. Et pour moi, c'est à expérimenter et c'est pour ça que j'ai envie de servir le maximum de personnes à travers ça, puisque quand tu expérimentes vraiment ça, ça te permet de reconnaître la perfection de la vie et pas un niveau mental. Parce que ce que, ce que j'ai pu observer, c'est que tu as 3 niveaux de compréhension de ce dont je suis en train de parler. Tu as un premier niveau sur lequel, au début, tu te dis,
Non, juste c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des choses qui sont juste positives, il y a des choses qui sont négatives et les choses sont noires ou blancs, entre guillemets. Tu peux pas me dire que ça, si je vis ça, il y a du positif. Ou tu peux pas me dire qu'il y a autant de positif que de négatif, tu vois. Ce premier truc, tu vois, pour moi, c'est le niveau juste de compréhension de l'animal en toi, ton animalité, ok, qui est addict à fuir la douleur et qui veut juste aller vers le plaisir, ok. Et tu as un deuxième niveau de compréhension qui est dangereux, qui est le niveau de compréhension pour moi de la neutralité. Et ce niveau de compréhension de la neutralité, il t'amène juste à être neutre. Ok, bon, bah, de toute façon, il y a autant d'avantages que d'inconvénients partout, c'est parfait, donc je m'en fous en fait. Et ça crée juste des gens qui sont totalement déconnectés de ce qu'ils veulent, qui sont déconnectés de leur pouvoir et qui se retrouvent dans un chemin, on va dire, spirituel où ils ont perdu cette énergie de vie, en fait. Parce que comme s'ils avaient... ça amène en fait à la résignation. OK, ben, si tout a autant d'avantages que d'inconvénients, pourquoi je ferais ça de ma vie? Et tu as le troisième niveau qui est au-delà de la résignation, où là, c'est plus mental, cette compréhension. Elle est dans toutes les cellules de ton corps. Et quand tu vis ce processus, c'est que elle est dans toutes ces cellules de ton corps. Là, c'est plus de la neutralité, c'est l'appréciation de la perfection. Et dans cette appréciation de la perfection, justement, tu reconnectes à ton essence. Et ton essence, elle est venue sur cette terre aussi pour faire cette expérience. Et elle est juste inspirée d'aller apporter ce qu'elle a à apporter au monde. Et dans cette énergie de gratitude, c'est là où tu as accès justement à l'inspiration et à aller créer ce que tu as envie de créer dans ce monde à partir de ton cœur. Et tu as une énergie qui est illimitée dans cet état-là. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, c'est génial. Ces trois niveaux de compréhension. Merci de nous avoir partagé ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et moi le premier. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment merci beaucoup. J'aimerais revenir justement sur le corps, parce que tu en as parlé, et pour moi, effectivement, les émotions, elles passent d'abord par le corps. Et c'est un petit peu la différence sur, pour moi, l'émotion, l'état émotionnel, et puis après les sentiments et tout ça, où tu passes dans le mental. Et j'adore ce que tu dis, et je partage tout à fait ça, puisque c'est exactement ce que je fais. Cette libération émotionnelle, pour moi, elle passe par une libération du corps, de ces sensations physiques, de tout ça. Tu arrives à un moment, un état où bah, tu n'as plus ces sensations. Tu es juste bien dans ton corps. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et, mais je pense qu'aussi, on revient sur le chemin, c'est un chemin, c'est quelque chose qu'on a tout le temps, c'est quelque chose qui jalonne notre vie. Après, c'est un peu comme tout, on a des outils, on sait de plus en plus les utiliser, on sait de mieux en mieux faire parce qu'on s'entraîne et qu'on devient plus performant là-dessus. Mais finalement, c'est quelque chose, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui nous suit aussi tout au long de notre vie, de faire ce travail-là? Euh, Est-ce que tu peux préciser ta question? La question, c'est est-ce que cette libération, ce que tu expliquais de ce non-attachement, d'arriver à ce non-attachement, est-ce que pour toi, il y a un but, c'est-à-dire il y a un truc où, arrivé à un moment donné, j'ai l'illumination, je suis voilà Bouddha et machin, ou c'est un chemin qui, tout au long d'une vie ou de plusieurs vies? Non, je pense que c'est un chemin tout au long d'une vie, peut-être tout au long de plusieurs vies, si on croit au fait qu'il y ait plusieurs vies. Euh, mais que euh, je pense que tant que tu es humain, tu auras toujours des jugements et tu auras toujours des émotions. Et que pour moi, le but est pas est pas de transcender toutes les émotions pour accéder à l'amour vis-à-vis de toutes les émotions. C'est pas le but pour moi, puisque de toute façon, pour moi, il n'y a pas vraiment de but universel. Il y a juste chacun a son but et chacun a ce qui l'inspire. Mais euh, non, je ne crois pas au fait que tu puisses un jour être libéré de tout. Et je ne crois pas qu'un jour tu puisses être illuminé. Je crois effectivement que euh, tu peux être réveillé, tu peux être réveillé pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et éventuellement quelques jours par période. Mais tant que tu vis dans ce monde dual, tu seras toujours dual et tu auras toujours des émotions. Donc, ouais. Ouais.
Ok, merci. Peut-être là, c'est peut-être le moment, toi, justement, quelles sont les émotions ou les moments, peut-être dans, comme tu disais, cette difficulté que tu avais et peut-être encore aujourd'hui dans la relation aux autres. Quelle est pour toi les difficultés qu'il y a encore à travailler aujourd'hui? Euh, sur tous les plans ou dans le business? Non, je dirais plutôt sur le plan émotionnel, parce que finalement, le business, c'est aussi lié à tes émotions, hein, on est bien d'accord. Euh, je ne sais pas répondre en une phrase, tu vois, ou en un paragraphe à cette question. Je pense que je suis aveugle à plein d'endroits et ignorant à plein d'endroits. Et là, j'ai pas un événement spécifique qui me permet de voir où est-ce que je suis ignorant. Euh, En ce moment, ça se passe plutôt bien, mais j'ai confiance dans la vie pour qu'elle m'amène un événement ou une circonstance qui va me permettre de voir où est-ce que je suis ignorant et où est-ce que j'ai besoin d'apprendre à grandir. En ce moment, juste, je passe beaucoup de temps à juste écrire, réfléchir à la vision de l'entreprise, à penser à la vision de l'entreprise qu'on a envie de créer. Euh, donc, c'est ce qui est présent pour moi en ce moment. Je me sens pas, je me sens plus dans une période en ce moment créative qu'une période restreinte, tu vois, où je me sens restreint, où j'ai du mal à aller vers quelque chose. Mm. Tu sais, je crois beaucoup au cycle, hein, au cycle et qu'on revit constamment ces 4 saisons de hiver, automne, hiver, printemps, été. Je pense qu'en ce moment, je suis plus dans une forme de printemps. Et du coup, je vois pas un truc précis maintenant. D'accord, ok. Ah, moi, je trouve que je suis d'accord. Et la vie t'amène ça, et c'est ça qui te fait grandir, qui te fait avancer sur ah bah tiens, là j'ai quelque chose. Parce que il y a des gens, il y a des gens qui disent oh, bah, moi c'est bon, j'ai réglé, j'ai réglé. Ouais, finalement, Mm. tu te rends compte comme c'est ainsi que t'as jamais vraiment tout réglé et que ça revient et ça te retape. Et moi, c'est les enfants souvent qui me font ça. Bon, les autres, je trouve les autres, la relation à l'autre et te renvoie beaucoup de choses. Et les enfants, Ouais. pour moi, sont hyper précieux là-dessus, à te faire travailler, à te renvoyer des trucs que tu pensais avoir réglés. Tu te dis, ah ben non, mais là, c'est bon. Ah, puis finalement, tiens, ça revient. Et je trouve qu'ils sont super forts là-dessus pour moi. Ouais, ouais. Effectivement, si je suis challengé en ce moment, moi, c'est plus dans euh, ma relation de couple, tu vois, et arriver à- ouais, savoir ce qui est juste pour moi, tu vois, dans quel moment est-ce que je suis juste égoïste et à quel moment est-ce que j'arrive pas suffisamment à comprendre l'autre, tu vois, et toutes ces choses-là, d'arriver à se trouver ce juste équilibre entre je pense à moi et je suis inspiré et j'arrive à garder un équilibre dans le couple parce que honnêtement, je peux être spécial, tu vois. C'est-à-dire que je peux passer, franchement, je peux passer 7 jours à lire, écrire et pas sortir de chez moi, tu vois. Donc, forcément, ça peut être compliqué à vivre pour quelqu'un qui est en relation avec toi. Ouais. Et alors justement, ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui, pour toi, quelles sont les choses qui sont plus fortes que toi, en fait? Ou voilà, tu peux pas, tu me parles de lire, écrire, que tu as besoin de ces moments-là. Est-ce que tu as des choses qui sont, voilà, donc, qui sont vraiment indispensables et tu peux pas Ouais. faire autrement? Lire, écrire, transmettre. Euh, Ouais, enfin, lire, apprendre en tout cas, apprendre autour de l'être humain, du business, mais de valeurs essentielles et de choses que j'ai envie de comprendre. Euh, et organiser cette information, la synthétiser et derrière transmettre. C'est les 3 choses que j'aime le plus faire dans cette vie. Ok, super, bah, merci beaucoup. Euh, je te propose de faire une petite série de questions après. Bah, tu connais la boîte à questions, donc tu as vu l'interview d'Anne-Laure, voilà. Et à la fin, j'ai des petites questions comme ça. Si tu veux bien te prêter au jeu.
Ouais, je veux bien. Ouais. 3 mots pour me décrire. Euh, Ah, j'ai pas envie de me mettre. Je sens ma résistance à me mettre dans une case avec 3 mots comme ça et limiter qui je suis avec 3 mots, mais je dirais euh, libre, indiscipliné et rebelle. Être leader, c'est quoi? Euh, c'est transmettre aux autres, transmettre, partager et croire suffisamment dans ton message pour emmener d'autres personnes avec toi. La plus grosse honte dans toute ma vie ou maintenant? Ok. Euh, Ma plus grosse honte, je pense que euh, j'ai deux réponses, mais de toute façon, les deux se touchent. Je pense que ça a été quand j'ai eu une relation avec une femme sur lequel, enfin, c'était ambigu, mais sur lequel elle allait coucher avec d'autres personnes, enfin, une autre personne. Et les plus grosses hontes sur lesquelles j'ai envie de travailler encore maintenant, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité. Je sens que pour moi, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de charges dont je ne suis même pas conscient en fait, mais je sens que c'est quelque chose qui est pas fluide pour moi. Première chose que je me dis le matin, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et allons se poser et écrire avec un café. Ce qui m'énerve le plus, honnêtement, ça bouge beaucoup, parce que dès lors que je suis énervé par quelque chose, j'ai vraiment pour intention de- d'arriver à apprendre à aimer ce qui m'énerve, mais ouais, ce qui va m'énerver, ok, il y a un truc qui m'énerve vraiment, c'est quand les gens font ce qu'ils font à moitié, quoi. Genre, si quelqu'un de mon équipe fait quelque chose en s'engageant à moitié. Ah non, un vrai truc qui m'énerve, c'est ouais. Tu t'engages à moitié, mais surtout, tu prends pas ta responsabilité. Genre, c'est de la faute de l'autre ou quoi, ça me fait péter des câbles. L'aliment auquel je peux pas résister, je dirais du praliné de chez Alain Ducasse. Truc que je referai jamais. Euh, je parle d'un truc qui vient. Je suis obligé de répondre pour avoir la prochaine question. Le plus important pour moi, c'est de me lever le matin et être capable de kiffer ma vie, vivre la vie que j'aime et aimer la vie que j'ai. Des choses pour vivre dans la joie. Euh, un, apprécier ce que tu as déjà. Deux, mettre de la conscience sur qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui te donne de la joie et comment chaque jour tu peux mettre un peu plus de ça dans ta vie. Euh, trois, cesser de te juger. Quatre, euh, utiliser la règle des 5 secondes. C'est-à-dire que si
Si dans 5 ans, je m'en souviendrai plus, bah, j'y passe pas plus de 5 secondes. 5. Remercier les gens qui contribuent à la qualité de ta vie. 6. Être capable d'apprécier la beauté de chaque personne. Et ça te dingue à quel point chaque être humain juste est magnifique quand tu prends le temps de le regarder. Ce matin, j'étais au Starbucks comme ça et je vois des gens passer. À un moment donné, je me sens juste, genre, j'ai des larmes de gratitude de voir les gens et je me dis, waouh, c'est dingue à quel point dans leur diversité, chaque personne qui passe est juste magnifique, tu vois. 7. Passer du temps avec des gens qui sont fun. Des gens avec qui c'est fun de passer du temps, qui ne se prennent pas trop au sérieux. 8. Te rappeler que rien n'est grave et que te prendre au sérieux ne va pas beaucoup améliorer ta vie. 9. Rire de toi et avoir l'autodérision. Et 10. Te rappeler que tout est parfait et que c'est juste à toi de le découvrir et de persévérer. Vous verrez et de découvrir ce que tu n'arrives pas à voir. Voilà. Tu peux nous exprimer la joie à travers un sourire. Merci beaucoup Julien. J'ai adoré. Voilà, je te remercie d'avoir répondu aux questions et d'avoir participé à cette interview. Je trouve que voilà, tu as apporté beaucoup de choses. Tu nous as vraiment, voilà, moi tu m'as beaucoup touché et j'espère qu'aussi cette interview t'a plu, peut-être un petit peu différente de ce que tu as d'habitude. Je te remercie. Je te trouve très cohérent dans ton message de la joie. Je trouve que tu vibres ça, tu respires ça et je te trouve au bon endroit à cet endroit-là et ça fait plaisir d'être en compagnie de gens qui sont dans leur place à eux. Merci à toi. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous regardent. Vous pouvez partager, liker cette vidéo. Et puis, encore, voilà, on se retrouve bientôt pour une autre interview ou pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. Et puis, comme je le dis, une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors voilà, j'espère que, bon, en tout cas, ça a été un rêve de pouvoir faire cette interview avec Julien parce que c'est quelqu'un que je rêvais d'interviewer comme d'autres. Donc, encore un grand merci à toi. Et puis, à une prochaine fois. Salut! Salut à tous, merci à toi.